l'invitation pour venir parler à ce symposium. Quand on m'a donné le sujet, je me demandais si on pourrait peut-être en demander à Samir. On m'a dit qu'il était déjà le premier orateur. Donc je lui ai emprunté un certain nombre de diapos. Je suis très heureux de discuter de ce sujet qui n'est pas facile, qui est pas facile de s'y retrouver. Voilà les compagnies avec lesquelles notre laboratoire a eu des contrats de recherche. C'est pourtant évidemment un sujet important parce qu'on sait qu'il y a une mortalité, une morbidité post-opératoire qui est non négligeable et que ça concerne en particulier un certain nombre de chirurgies lourdes, chirurgies abdominales lourdes, vasculaires, cardiaques et thoraciques, et donc des patients qui avant tout vont développer des complications respiratoires. Et les complications respiratoires aujourd'hui, on a très souvent envie de les traiter par de la ventilation non invasive. En fait, quand on regarde les séries de patients traités par ventilation non invasive dans les services de réanimation, on s'aperçoit qu'un certain nombre de ces patients, comme cette série-là observationnelle de patients ayant les critères de SDRA, un certain nombre de ces patients sont des patients post-opératoires. Mais ils sont en général, c'est difficile de se faire une idée précise et de les isoler. Alors, pourquoi c'est compliqué de regarder la littérature? Parce que y a des tas d'effets physiologiques qui rentrent en jeu. Il y a les effets physiologiques d'une chirurgie, par exemple, susmésocolique. Il y a les effets de l'anesthésie, il y a la douleur, il y a les complications chirurgicales, il y a le type, probablement le type de chirurgie, puis aussi de chirurgien. Tout ça peut rentrer en jeu et l'étude de la VNI va avoir des implications différentes suivant l'incidence des complications qu'on va observer. La pathologie sous-jacente va aussi sûrement jouer un rôle. Et puis il y a une question qui est posée aujourd'hui souvent, de savoir si on va s'intéresser plutôt à de la VNI thérapeutique, donc le patient qui développe une détresse respiratoire, ou bien de la VNI préventive, donc on va appliquer systématiquement pour éviter les complications. Et on s'apercevra que cette dichotomie probablement n'est pas la meilleure qui soit, parce que dans le fond, si on réfléchit à ce qu'on fait en réanimation, on fait pas vraiment de la VNI thérapeutique au moment où on va intuber le malade. Quelques études ont fait ça. On ne fait pas non plus de la VNI complètement préventive à des malades qui n'ont rien. On fait une espèce de thérapeutique précoce. Et finalement, on verra qu'en post-opératoire, c'est probablement vers une sélection de patients qui ont déjà un certain nombre d'anomalies, donc qui serait une VNI un peu précoce. Donc la sélection des patients est un point important, et puis on retrouve beaucoup d'études qui peuvent également varier en fonction du matériel. Alors je ne vais pas revoir toute la littérature qui est complexe, qui est faite de plein de petites études. Il y a une revue systématique qui a été publiée en 2011 dans Intensive Care qui est de très très bonne qualité, donc par Davide Chiumello et ses collègues, qui a essayé de revoir dans tous les différents types de chirurgie, avec les différents types d'application de la VNI, donc prophylactique ou thérapeutique, quels étaient les résultats. Et on verra deux mots des résultats de ces études. Alors on voit ici que les deux types de chirurgie les plus fréquentes sont, où la VNI a été étudiée, sont la chirurgie cardiaque et la chirurgie abdominale, donc en particulier chirurgie abdominale lourde susmésocolique. Donc on sait que c'est une chirurgie qui induit des anomalies physiologiques très importantes au niveau pulmonaire. Dès 1933, on avait décrit les effets sur le volume pulmonaire qui va diminuer considérablement en termes de capacité vitale, de CRF, pendant les 3-4 premiers jours post-opératoires. Donc ça, c'est une constante. Il va y avoir ces anomalies, et parce qu'il y a ces anomalies de volume pulmonaire, bien sûr, on a très fréquemment essayé d'appliquer une pression positive, donc de la CPAP, pour rétablir un petit peu cette pathologie. Dans les années 80, il y a eu plusieurs études très bien menées sur la dysfonction diaphragmatique post-opératoire après chirurgie abdominale.
en particulier les travaux de Gérald Simoneau, qui ont été confirmés par d'autres équipes et qui montrent que systématiquement, post-opératoire, jusqu'à entre J3 et J7, il y a une dysfonction diaphragmatique importante. Vous avez ici la pression transdiaphragmatique et ici la pression transdiaphragmatique maximum qui va s'effondrer pendant quelques jours en post-opératoire. Donc il y a des éléments physiologiques quasi constants dans ce type de chirurgie abdominale pour expliquer des anomalies respiratoires associées ou pas à une complication sur le pronostic. Plus récemment, Samir et son équipe, avec des techniques d'imagerie assez intéressantes qui permettent, vous allez le voir, une reconstruction du poumon, ont montré que sur ces anomalies spécifiques, la ventilation non invasive, dans cette indication de complications respiratoires post-chirurgie abdominale, avait un effet physiologique qui était tout à fait net. Donc en évaluant très précisément les zones d'atélectasie et l'effet d'une VNI avec une pipe et une aide inspiratoire, donc pour un total de 20 cm d'eau de pression positive, on retrouvait un bénéfice, en tout cas physiologique, en tout cas en termes d'image, sur la perte de volume pulmonaire, et la reconstruction permettait de visualiser parfaitement ce bénéfice physiologique de la VNI. Alors, so what? Est-ce que c'est utile de le faire? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce qu'il va y avoir des effets sur le pronostic? C'est évidemment la question qui est importante à poser. En tout cas, ce qu'avait montré de nouveau l'équipe de Samir, c'est que les patients qui vont être traités dans ces conditions, développant une insuffisance respiratoire aiguë avec de la VNI, vont être ceux qui vont avoir le pronostic le meilleur par rapport à ceux qui sont intubés. Mais c'est évidemment une étude purement observationnelle. Alors, dans le cadre, encore une fois, de cette chirurgie, il y a finalement une longue littérature sur essentiellement l'utilisation de la CPAP. Donc, on a plus récemment de la VNI, mais de la CPAP. Et dans cette méta-analyse qui avait été faite par Marco Ranieri, il semblait que, encore une fois, sur les complications respiratoires, il y ait un bénéfice qui soit assez net dans toutes les études. Les études disant en gros, si on compare différentes techniques d'application de la pression positive, de spirométrie incitative, d'autres techniques de physiothérapie versus rien, c'est toujours mieux de faire quelque chose que rien. Mais tout ça ne répond pas parfaitement à la question, et c'est pour ça que l'étude de Marco Ranieri, donc en post-opératoire de chirurgie abdominale lourde, était très intéressante. C'était l'application d'une CPAP. Alors, essentiellement, chez la plupart des patients, donc il y avait à peu près 100 patients par groupe avec le casque, le helmet, mais ce n'était pas chez tous les patients. Donc, c'est une complexité supplémentaire de savoir si une partie des bénéfices de l'étude n'est pas liée au helmet. Mais il retrouvait des résultats qui, cette fois-ci, cliniquement, étaient très intéressants, puisque le groupe traité par CPAP, il n'y avait pratiquement pas de réintubation, il y avait 1% de réintubation, contre 10% de réintubation dans le groupe qui était chez qui on ne faisait pas de CPAP systématique. Et vous voyez qu'il y avait un bénéfice clinique qui est quand même important, puisqu'il y avait une réduction de l'incidence des pneumopathies et des épisodes septiques avec sans doute pas assez de malades pour montrer quelque chose sur la mortalité, mais vraiment des résultats qui sont encourageants. Alors, dans la discussion de savoir si c'est du prophylactique ou du thérapeutique, c'est typiquement entre les deux, c'est-à-dire que, en fait, ils ont sélectionné des patients qui étaient très hypoxémiques, sans qu'ils soient forcément en détresse respiratoire clinique. Donc c'est sûrement, à mon avis, la bonne attitude, c'est-à-dire le faire chez tout le monde est peut-être beaucoup plus discutable, mais le faire chez les patients qui développent une hypoxémie sévère, en tout cas c'est ce que semble montrer cette étude, donc une espèce d'indication précoce de la VNI, semble être une solution qui est intéressante. Et quand on regarde d'autres types de chirurgie abdominale, comme la chirurgie vasculaire aortique thoraco-abdominale, là aussi il y a un certain nombre d'effets bénéfiques qui ont été montrés
avec la CPAP. Vous voyez ici des résultats, donc c'est des études toujours avec un schéma un peu d'études un peu discutable, mais qui semble montrer un effet bénéfique sur la durée de séjour. Ben là aussi, on part d'un rapport PaO2 sur FiO2 qui est proche de 200. Donc finalement, c'est aussi appliqué chez des patients qui sont hypoxémiques. Et c'est probablement, s'il y a un intérêt dans ce groupe de malades, ce type d'indication qu'il faudrait retenir. Alors il y a un facteur confondant qui est important dans les études sur la chirurgie abdominale, c'est les patients qui ont, à mon avis, des apnées obstructives, qui est une pathologie qui est très fréquente, qui est probablement maintenant plus fréquente que l'asthme, par exemple, et donc qui est un facteur confondant parce que c'est une pathologie qui, à l'évidence, va bénéficier beaucoup de la pression positive. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça, des études observationnelles montrant que dans une chirurgie autour de patients ayant des apnées du sommeil, l'utilisation d'une CPAP va améliorer beaucoup les patients en post-extubation, et des études physiologiques très bien faites montrant que de la VNI avec une pression positive allait améliorer tous les paramètres physiologiques. Donc c'est un élément important à prendre en compte, et quand on suspecte qu'il y a une pathologie obstructive, on peut penser qu'elle va s'aggraver en post-opératoire du fait des effets de l'anesthésie et de la chirurgie, et c'est un facteur qui va expliquer un bénéfice de la pression positive chez ces patients. Un autre type de chirurgie donc, où on a un certain nombre de données est la chirurgie pulmonaire. Et en fait, c'est la seule indication où on a une étude qui montre un bénéfice sur l'outcome, sur le pronostic des patients, l'utilisation de la VNI. C'est à peu près, je crois, la seule étude de toute la littérature VNI post-opératoire. Donc c'est une étude qui avait été faite dans un centre, comme vous le savez, à Maryland-Long, Périgord-Orient, chez des patients qui avaient une résection pulmonaire pour cancer. Et vous voyez ici les chiffres qui sont intéressants à garder en tête pour bien comprendre qu'il s'agit vraiment d'un tout petit sous-groupe, dans le fond, puisque sur 1800 patients pendant la période de l'étude qui ont une chirurgie pulmonaire, 500 à peu près sont admis en réanimation, et à peu près 10% de ces admissions vont développer une insuffisance respiratoire aiguë nécessitant d'être entrés dans l'étude. Donc là, c'est vraiment une sélection très importante des patients, c'est sélection de ceux qui sont admis en réanimation et qui développent une insuffisance respiratoire aiguë. Et là, avec un tout petit collectif, il y a des résultats qui sont très spectaculaires, puisqu'il y a à peu près moitié moins de réintubation, et probablement dans cette indication-là de chirurgie pulmonaire, la réintubation, c'est un énorme risque pour les sutures pulmonaires et donc les suites post-opératoires. Ça explique probablement qu'il y a une différence non seulement sur les réintubations, mais également sur la mortalité hospitalière et la mortalité à 3 mois. Donc une étude très forte en termes de résultats, mais sur un groupe de patients très sélectionné et très très loin évidemment d'une indication qui serait prophylactique. Alors on trouve d'autres études sur des pathologies, des situations qui peuvent ressembler à de la chirurgie thoracique, des études qui n'ont pas le même design, mais qui semblent montrer également, en cas de détresse respiratoire, une intubation plus faible, une moindre fréquence de SDRA et une réduction de la durée de séjour. Donc des choses qui plaident pour une sélection des malades. Alors paradoxalement, dans le même groupe de chirurgie, il y a d'autres gens qui ont dit mais l'application prophylactique de ventilation non invasive, prophylactique voulant dire en pré- et post-opératoire, pourrait réduire les complications. Alors, donc ça c'est une petite étude de l'équipe de Nice, mais qui est tout à fait intéressante, puisqu'elle suggère que en prenant des malades sélectionnés, c'est sûrement également un point important, c'est-à-dire qui ont un VEMS préopératoire inférieur à 70%, l'application systématique de la VNI pré- et post-opératoire semble réduire les complications et la durée d'hospitalisation.
Alors on a des données là-dessus très récentes et une étude qui est vraiment de très grande qualité, qui est une étude multicentrique, donc dirigée par Christine Leroux et Antoine Rabat, qui a testé l'utilisation prophylactique post-opératoire systématique de la VNI après chirurgie pulmonaire chez des patients, chirurgie pulmonaire pour cancer, chez des patients BPCO de toute sévérité. Donc c'est un peu extension de la notion initiale qu'on peut appliquer de manière prophylactique et qu'on aura moins de complications. Donc très belle étude, puisque vous voyez qu'on arrive à plus de à peu près 180 malades dans chaque bras, avec une randomisation avec ou sans cette VNI prophylactique, mais possibilité d'utiliser une VNI en sauvetage, si vous voulez, pour les patients qui développent une détresse respiratoire. Les résultats, je pense, ont dû décevoir beaucoup les auteurs, parce que certes, il y a moins d'utilisation. Vous voyez les chiffres ici, donc les deux groupes, les patients ayant une insuffisance respiratoire aiguë, donc un peu moins de patients développant une insuffisance respiratoire aiguë, mais c'est des différences qui sont très minimes. Et ensuite, les patients traités par VNI puis intubés, ou ici dans ce bras-là, les patients qui ont de la VNI donc de sauvetage parce qu'ils développent une insuffisance respiratoire aiguë. Donc il y a un peu moins d'utilisation de VNI de sauvetage, ce qui évidemment se comprend. Mais vous voyez que 10 et 13 intubations, 4 et 9 décès sur les critères pronostiques de ces patients qui sont des critères forts. Il n'y a pas de différence significative. Et donc c'est une étude négative sur l'indication de VNI prophylactique dans cette indication. Donc ce sont des résultats très importants. Peut-être que ce qu'on peut regretter, ce que discutent un tout petit peu les auteurs, c'est que finalement on aurait pu essayer de réserver, mais ça aurait été une autre étude, mais de réserver ça à des malades plus sévères. Quand on regarde les patients qui ont moins de 60% de VEMS prédit, ça représente moins de 40% des patients entrant dans l'étude. Et peut-être que, encore une fois, la question reste ouverte, peut-être que chez ces patients-là que le bénéfice aurait pu être démontré. En tout cas, aujourd'hui, on a des éléments très forts. Vous avez vu l'étude d'Igor Orion pour dire que ça peut être utile en cas de détresse respiratoire. On n'a pas d'éléments pour dire qu'il faut le faire précocement. D'où la question, il y a peut-être une zone entre les deux. Donc ce que Samir et Massimo Antonelli ont appelé cette zone grise, donc de quelque chose qui serait ni prophylactif ni complètement curatif, mais une application précoce de la VNI, et ce qui rejoindrait un petit peu l'expérience de ce qu'on a vu en chirurgie abdominale. C'est aussi important de réfléchir à ça parce que si vous prenez encore un autre type de chirurgie cette fois-ci, mais où on ouvre de nouveau le sternum, la chirurgie cardiaque, on peut arriver à démontrer un petit bénéfice de la ventilation. Là, c'est la CPAP nasale systématique. Mais vous voyez que c'est une étude qui a été faite sur 500 malades, donc une étude randomisée, et qui finit par démontrer que, au lieu de 14 admissions dans le groupe contrôle, en réanimation, on arrive à 7 réadmissions. Ça veut dire que le nombre de malades à traiter pour voir un bénéfice est assez élevé. Et donc, on est dans une situation, là encore, où l'indication systématique, même s'il y a un signal qui existe, vraiment se discute. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux sélectionner un peu plus les patients? Et encore une fois, on peut reprendre, si on prend une autre situation post-opératoire, qui sont les situations des patients qui développent une insuffisance respiratoire aiguë après transplantation d'organes, par exemple, l'étude de Massimo Antonelli réalisée en réa. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une sélection des patients, puisque ce sont ceux qui se sont admis en réa pour une insuffisance respiratoire. Il y a un bénéfice retrouvé dans cette étude en termes de réintubation et de complications à utiliser une VNI dans cette indication.
Donc il y a vraiment une question à travailler très fortement autour de l'indication, du moment où il faut appliquer la VNI. C'est d'autant plus important que, comme vous le savez, appliquer la VNI trop tardivement peut aussi être, et là on n'a pas de données spécifiques en post-opératoire, mais peut aussi être délétère. Ça, c'est la fameuse étude d'Esteban qui étudiait systématiquement la VNI pour prévenir les réintubations. Vous savez que cette étude était négative, n'avait pas trouvé de bénéfice. Il y avait même une surmortalité du groupe qui avait été traité par VNI, et on pense que c'était lié au fait que ça avait retardé la réintubation. Et on peut noter que dans cette étude, il y avait 20% de malades qui étaient en post-opératoire, donc avec une détresse respiratoire forte. Donc vous voyez, toutes ces données sont, on ne peut pas dire sont univoques. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Et donc quand on est comme ça dans l'incertitude, certains pensent que de tout mettre dans le même pot et puis de faire des méta-analyses va répondre à la question. La réponse à la question de cette question est évidemment non, mais je pense, ça aide à aller, je pense, dans une direction. Et vous avez donc cette méta-analyse assez récente qui regardait pas seulement le post-opératoire, qui regardait toutes les études de VNI essayant de prévenir la réintubation. Donc en gros, il y avait 3 groupes. Il y avait le groupe où la VNI était utilisée pour le sevrage, le groupe où la VNI est utilisée après extubation pour prévenir une réintubation en réa, et puis un groupe post-opératoire, et ils ont cherché les essais randomisés contrôlés. Et vous voyez qu'en termes d'études chirurgicales, on n'a que 5 essais randomisés contrôlés, dont l'étude d'Orient qu'on a vue. Donc des études avec des chirurgies très différentes et des indications assez différentes. Alors pour ce qui est de la réponse à la question, est-ce que ça prévient la réintubation? Donc vous voyez les 3 groupes, le sevrage, l'extubation en réanimation et puis l'application post-chirurgicale. Si on croit cette analyse et qu'on met ensemble ces études assez différentes, donc encore une fois l'étude de Squadron en chirurgie abdominale lourde avec la CPAP, l'étude d'Igor Orient, donc là plutôt des études avec des malades sélectionnés, ou bien l'étude en chirurgie cardiaque avec malades non sélectionnés, on a un bénéfice, donc il y a un signal qui semble assez fort, ça peut permettre d'éviter la réintubation. La deuxième question qui était posée, c'était sur la durée de séjour. Alors, vous voyez que les résultats sont quand même assez variables, mais les auteurs nous disent qu'au total, il y a un effet bénéfique sur la durée de séjour en réanimation. Je crois que vraiment, c'est des résultats qui sont très fragiles. Et il y a également une incidence qui semble intéressante sur les pneumonies. Donc très peu d'études randomisées contrôlées, des études dans des contextes différents, mais un signal qui semble positif, en particulier chez des malades sélectionnés. Quand on reprend la série analysée par Davide Cumello, donc ils ont retrouvé 29 articles correspondant à leur review. Ils ont retrouvé une amélioration des gaz du sang dans 19 des 29 études et une diminution de la réintubation dans 11 des études et une amélioration du pronostic, c'est l'étude d'Igor Orient dans seulement une seule étude. Donc au total, on a un tout petit peu du mal à se faire un tableau très clair. Il y a un signal qui semble positif, donc il y a un rationnel physiologique, il y a des données sur moins de réintubation. Il ne semble pas vraiment se dégager une indication claire pour une indication prophylactique systématique, et d'autant plus quand le risque de complications pertinentes est faible. L'utilisation précoce, donc ça veut dire à un stade où le malade est seulement hypoxémique, de la CPAP et ou VNI en chirurgie abdominale lourde et chirurgie cardiaque semble intéressant, les résultats les plus forts étant ceux de Squadronné. Chirurgie thoracique, on a vu des résultats tout à fait intéressants chez des patients très sélectionnés ou précoces, et là encore des résultats négatifs donc sélectionnés sur leur sévérité sous-jacente ou précoce en termes de détresse respiratoire, mais pas prophylactique.
Probablement faire attention à ne pas utiliser la VNI trop tardivement, et donc une conclusion globale qui serait d'avoir des indications judicieuses, donc chez des patients qui développent un certain nombre de symptômes mais qui ne sont pas trop tardifs, de la VNI en traitement de décompensation respiratoire en chirurgie cardio-thoracique, en ayant toujours en tête évidemment d'éliminer avant tout une complication chirurgicale avant d'appliquer cette thérapeutique seule. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu à la question, mais j'ai fait de mon mieux et je vous remercie beaucoup.